Salut à tous et à toutes, on est aujourd'hui avec Yann Chauvière et Dorian Chandelier du Nesblog qui sont aujourd'hui à Brest pour faire quoi exactement? J'y vais. Alors, on fait, quand on le peut, en tout cas, un certain nombre d'interventions auprès des parents et des enfants. En l'occurrence, on a les enfants l'après-midi et ensuite les parents qui viennent les chercher le soir. Il sera l'occasion de discuter avec eux. L'idée, c'est de leur montrer un certain nombre de jeux intéressants, montrer qu'il y a la force de proposition dans le jeu vidéo, elle est très grande, il y a une grande variété. Il y a des scènes indépendantes, il y a des jeux multijoueurs en local, et surtout, ils vont pouvoir jouer peut-être en famille ou jouer à d'autres jeux entre amis. Voilà, pour faire simple. Ouais. Après, il y a aussi, on apporte d'autres propositions, parce qu'on sait que comme c'est la médiation parents-enfants, un peu autour du jeu vidéo, et qu'il s'agit de montrer aussi aux parents le panel de ce qui existe, on peut même aller un peu plus loin dans les trucs très underground pour dire, bah, ça, on va pas le donner à jouer, par exemple. Il y a tout un tas de jeux expérimentaux, on va pas le faire manipuler par les gamins ou même par les parents, parce que ça n'aurait pas grand intérêt qu'ils manipulent beaucoup, mais leur montrer que ça existe, par exemple. Donc c'est histoire d'ouvrir un peu l'esprit des gens sur le jeu vidéo en général, quoi. Oui, parce qu'il y a ce discours-là, tant parfois parmi les joueurs, mais aussi parmi les gens qui sont ignorants du média, qui est de dire le jeu vidéo, comme si c'était un média homogène et que quand tu parlais du jeu vidéo, tu parlais de tous les jeux. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a tellement de jeux de vidéo différents et même radicalement différents que ça n'a pas de sens de dire le jeu vidéo. Il n'y a pas de point commun vraiment structuré entre un Call of. C'est l'exemple, on va pas faire du code bashing, mais c'est l'exemple un peu archétypique. Entre Call of Duty et The Witness, il y a un monde qui les sépare. Il faut dire que, voilà, dire le jeu vidéo, c'est violent, c'est immoral, etc. En prenant comme exemple GTA ou Call of Duty, c'est un peu comme dire la musique c'est nul parce qu'il y a Lady Gaga. Ouais. C'est du coup. Donc c'est une sorte d'initiation un peu d'autres choses dans le jeu vidéo que ce qu'on peut voir tous les jours ou que les enfants ou les parents voient à la télé ou ailleurs. Enfin, Puis là, cette fois, on a apporté des jeux de plateau aussi avec nous. Parce que nous, c'est vrai qu'on a une pratique transversale qui est de on joue, quel que soit le support, c'est que ce soit vidéo, que ce soit les jeux sportifs moins, mais un peu. Hein. Si on fait compter la pétanque dans les jeux sportifs, on fait les jeux sportifs. Ouais, les jeux sportifs et les jeux de plateau, et montrer qu'en fait c'est une seule et même pratique, que jouer, quel que soit le support, c'est une même... faire le pont entre les supports, quoi. C'est le même média, c'est un média ludique et il faut montrer ça aux gens, quoi, en général. Exactement, ça permet simplement une précision. C'est sur l'emploi du mot par exemple technologie ou technologique. Les gens ont tendance à comprendre par là. Ils comprennent que les ordinateurs ou une manette ou le code c'est de la technologie. Mais si on leur dit par exemple que le papier, l'écriture, c'est une technologie particulière en fait, qui a une certaine plasticité, qui donne des libertés, qui a des contraintes, qui peut permettre ou pas certains types de gameplay, favoriser, c'est un ensemble de techniques narratives ou aussi une matérialité avec laquelle on va pouvoir faire des choses et peut-être pas d'autres, qui vont permettre un espace de jeu. Et donc en gros, c'est voir un petit peu du coup, la proximité, comme peut-être des fois les différences aussi entre le carton et le numérique, ou entre ces différents types de supports. Voilà. D'accord. Donc ça c'est pour aujourd'hui à Brest, avec le soutien de la mairie, on le rappelle. Merci d'ailleurs. Merci à vous. Merci la mairie. Le Nesblog en fait c'est beaucoup de choses, c'est une grosse chimère on va dire. Donc vous avez chacun plus ou moins une spécialité, donc c'est peut-être un peu tyrannique ce que je vais dire parce que je vais bien classifier ce que vous avez fait, mais donc Yann, toi tu vas plutôt être sur le speedrun, ça va vraiment être ton truc. J'ai quelques questions là-dessus, on en parlera un petit peu pour décrire un peu ce qu'est le speedrun, avec différentes émissions animées sur le Nesblog, que ce soit Speed Games. Avant ça, il y avait 88 miles à l'heure. Mais tu fais aussi de la batterie dans les Flying Penguins. Tu animes les conférences du Stunfest qui prennent beaucoup de recul sur le jeu vidéo et tout ce qui peut être lié au jeu vidéo. Vous avez en commun le 3615 Usul, qui je pense est une des émissions qui a été le plus connue au final, peut-être le plus suivie sur le Nesblog. Une des plus suivies, c'est surtout Dorian. Moi j'ai fait quelques apparitions, mais Dorian était beaucoup plus impliqué parce qu'il était un co-auteur en l'occurrence. Oui. D'accord. Et Dorian, du coup, on l'a vu dans pas mal de choses sur le Nesblog. Est-ce que tu peux juste faire... Il y a des petits enfants. C'est bon, allez-y, il n'y a pas de souci pour l'instant. Allez-y. Hein. À bientôt. Excuse-moi. Et donc Dorian animé Merci Dorian. Ouais. Comment tu décrirais l'émission? Parce que j'aurais peut-être un peu de mal à... Merci Dorian, c'était une émission qui se voulait vulgarisatrice, je ne sais pas si la mission de vulgarisation a été bien remplie, sur les concepts de game design. C'est-à-dire
pour le dire un peu avec un gros vocabulaire, c'était essayer de développer tant chez les joueurs comme c'est présent chez les créateurs, un vocabulaire critique autour du jeu vidéo. C'est-à-dire repérer les éléments constitutifs d'un jeu pour pouvoir, même quand ils jouent, en faire un peu une sorte d'analyse aussi, tout comme il y a des gens qui font de la critique cinéma et qui ont besoin d'un vocabulaire critique. Réfléchir à ce qu'on fait, quoi. Ouais. C'est pas parce que c'est un jeu qu'on ne peut pas y apporter des idées, des réflexions, des... Et donc avoir des outils d'analyse pour se dire, bah voilà, parce que j'ai repéré que même quand on regarde les tests de la presse, etc., c'est ce jeu il est bien ou il est pas bien, mais pour des critères qui sont parfois assez extérieurs à ce qu'est le jeu en lui-même. C'est ouais, mais la maniabilité n'est pas top. Bah d'accord, mais qu'est-ce que tu entends par maniabilité? Parce que moi, je sais pas, j'appuie sur le bouton, ça réagit tout de suite, je considère que c'est maniable. Ouais. Donc il y avait aussi tout un tas de vocabulaire un peu flou autour du jeu qui faisait que c'était difficile de parler de l'objet en tant que tel pour dire voilà pourquoi ça m'a plu, voilà pourquoi ça m'a déplu. Et je m'étais dit, le projet de base, je sais pas si ça a fonctionné, c'était que en donnant au public le vocabulaire critique, tout le niveau des gens qui parlent de jeux vidéo devrait monter automatiquement, parce que si les gens ont le vocabulaire critique, forcément la discussion devient plus riche. D'accord. Ça c'était l'ambition. Et, mais il y avait d'autres trucs, il y avait Phi aussi qui faisait avec Realina. Ouais. Où là, on va dire que c'était de la philo au final. C'était de la philo en roue libre avec le support le jeu vidéo. Et j'avais l'impression qu'il y avait une espèce un peu de blague presque dans le truc. Oui, il y avait sur le désespoir, vous avez joué à Kirby. Oui, il y avait un côté décalage, quoi, c'est la blague, quoi. Il y avait un côté très second degré, même dans la manière d'approcher la philosophie, qui n'est pas celle que j'ai moi par ailleurs quand je pratiquer la philosophie, c'est déjà un vocabulaire que je considère comme problématique. Mais je me retrouvais à défendre des thèses que je trouve plus ou moins absurdes et un peu vaporeuses. C'était plus pour l'exercice. C'était plus pour l'exercice. Ça ressemblait à un exercice de style. Bon, après, j'en ai repéré plein sur ta chaîne YouTube. Il y avait Justin Wad, Deux têtes valent mieux, 2D indés. Enfin, bon, les jeux de mots, t'aimes bien, quoi. C'est un peu le marrant. Faut trouver des titres. Trouver des titres. C'était la dernière fois, je me suis lancé dans le speedrun de Castlevania. Le titre, c'est Les temps sont durs. Parce que c'est dur de faire des temps. Mais effectivement, les jeux de mots. Donc voilà, pour présenter un peu ce que vous avez pu faire à travers le Nesblog, il y a sûrement plein d'autres activités. Mais donc justement, dans tout ce travail de vulgarisation, on parle de philo, on parle de mettre un vocabulaire en place, un esprit un peu critique, tout ça. Vous êtes diplômé en philosophie, ou au moins vous avez fait des études en philo à la base. Et il y avait une anecdote, mais je ne me rappelle plus exactement, peut-être la raconter pour les gens qui verront cette interview. Je suis quasiment sûr de laquelle ça a un petit rapport avec Mario Kart. Ouais, j'en étais sûr. Est-ce que vous pourriez nous replacer un peu le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était juste de manière surprenante à l'époque, je ne jouais plus aux jeux vidéo. J'ai une période dans ma vie, j'ai une pratique discontinue, contrairement à Dan qui a une pratique quasi continue. J'ai jamais arrêté de jouer. Donc en gros, je jouais beaucoup étant gosse jusqu'à arriver fin collège. J'ai arrêté de jouer au lycée pour tout un tas de raisons. J'étais en internat, c'est ça, donc j'avais plus d'écran et j'ai tout arrêté. Et je n'ai repris qu'en reprenant la fac de philo. Donc j'ai un arrêt de 3-4 ans et après je joue depuis de manière continue et relativement intense. Quoi qu'il en soit, j'ai donc arrêté à l'époque. Ma dernière console c'était la PlayStation 1 et j'ai repris, la GameCube était en fin de vie et j'ai dit elle est sympa, ma copine de l'époque avait cette fameuse GameCube avec quelques jeux, je crois qu'il y avait Resident 4 et il y avait le fameux Mario Kart Double Dash que j'ai trouvé fort sympa. Donc j'ai commencé à y jouer, il y avait un mode time trial et j'étais un ancien speedrunner des années 90, il faut mettre beaucoup de guillemets parce que c'est un peu anachronique d'utiliser ce terme dans les années 90, mais voilà, j'aimais bien jouer, me fixer des objectifs de temps ou de score. Quoi qu'il en soit, du coup, vu que le jeu le suggérait, j'ai dit je vais essayer de faire des temps sur les circuits et ça m'a plu. C'est très exigeant. Après, c'était le début de l'explosion de la démocratisation d'Internet, donc il commence à y avoir des sites et des blogs pour relayer les temps. C'est donc plus simple de voir les meilleurs temps. Et là, tout de suite, le niveau il monte drastiquement. C'est pas juste 4 Pékins qui envoient leur temps à un magazine. C'est tout le monde et les meilleurs qui soumettent leur temps. Et t'as l'impression d'avoir un niveau incroyable. Et tu te rends compte que t'es là, tu regardes la grille de lecture est véridique. Dans Mario Kart, il y avait donc au début on était noob. Après, on était beginner D, beginner machin. Et j'estimais vraiment avoir dosé le jeu. J'éclatais tout le monde autour de moi, c'était impossible. J'étais vraiment trop fort, c'était même plus drôle. Et j'étais encore allé au-delà et j'arrive et là j'étais un beginner A. Et après beginner A, il y avait advanced player, D jusqu'à A, puis expert, héros, mythe, god. En fait, c'était une classification qui allait hyper loin et j'étais là, mais c'est pas possible. Et je regardais et je jouais. Et donc j'ai essayé d'atteindre ce niveau que j'ai jamais atteint, mais je suis allé très très loin. Je suis allé jusqu'en expert, ce qui est déjà monstrueux, jamais ça. Et je suis sujet à tendinite, mais à l'époque je ne le savais pas.
Et j'ai joué intensément, tellement intensément que je me suis fait du coup une tendinite. Parallèlement, j'étais évidemment un étudiant, et là donc j'avais fini, ou presque le master à l'époque, avec simplement le master 1, on pouvait faire les concours, agrégation CAPES. Donc j'étais inscrit au concours, parce qu'à moins de 25 ans, on n'a pas le RSA, donc on est incité à s'inscrire au concours, ne serait-ce que pour ça, sinon on est tout pauvre. Et donc quoi qu'il en soit, j'étais inscrit au concours, et j'ai pas pu aller au CAPES ou à la Greg, je sais plus lequel des deux, mais il y a une édition, j'ai pas pu y aller parce que simplement je pouvais plus écrire, je m'étais fait une tendinite en jouant à Mario Kart, et ça c'est vrai. Voilà, l'anecdote est sortie, c'est bon. J'ai réussi à la faire sortir. Et donc tout ce passif là de philosophie, d'études, etc., et donc d'esprit critique face aux jeux vidéo, donc vous faites tout un travail de conférence, notamment avec le Stunfest, d'émissions, comme on a vu avec le Nesblog, vous produisiez de l'analyse au final. Vous considérez ça vraiment comme de la vulgarisation ou est-ce que c'est presque un travail sociologique au final sur un média en particulier? Moi, je dirais que c'est de la vulgarisation parce qu'il s'agit de partager du contenu qu'on n'a pas produit. C'est-à-dire que les idées que je présente dans Merci d'Orient, c'est pas les idées que j'ai dans ma tête. Je suis allé travailler, je suis allé lire, je suis allé travailler, donc c'est pas moi qui ai produit le contenu que je vais proposer. J'essaie juste de le rendre digeste pour les gens. Parce que déjà, souvent, c'est une littérature qui est en anglais, qui n'est pas une langue maîtrisée par tout le monde. En plus, c'est du vocabulaire technique. Et donc, il s'agit aussi de rendre ça compréhensible pour le plus grand nombre. C'est pas forcément une mission réussie dans mon cas, j'ai l'impression, mais c'était l'ambition. D'accord. Pour ma part, je suis en grande partie d'accord, même si de toute façon, même les auteurs on est toujours tributaires de toute façon d'une langue et d'une culture. Enfin, même il y a une étymologie, il y a un contexte, un péritexte qui fait que même ceux qui créent du concept héritent. Quoi qu'il en soit, donc on s'inscrit dans ça avec une petite nuance pour moi. Moi, c'est surtout par exemple dans le cadre des conférences du Stunfest, je suis là en tant qu'organisateur et modérateur, donc je suis là pour donner la parole à un certain nombre de personnes que j'estime intéressantes. Donc je m'exprime, mais pas forcément beaucoup, parce que mon but c'est de réunir des gens pour qu'ils discutent sur un sujet. Et par contre, débattre avec le public aussi dans les oui, et débattre avec le public pour qu'il y ait une interaction dans une démarche un petit peu d'éducation populaire ou au moins d'université libre, enfin un peu dans le mix des deux. Quoi qu'il en soit, je sélectionne les sujets pour c'est pareil, forger un vocabulaire critique. Donc ça c'est tout ce qu'a trait au game design. Et pour les questions de société, j'ai très souvent parlé que ce soit du sexisme, de tout un tas de sujets en fait qui est plutôt politique ou de société. Et ça permet du coup d'avoir les deux. Et de montrer que le jeu vidéo en parle de toute manière. Donc autant en parler. Ça, l'approche sociologique, c'est pas tant lié au fait d'une approche volontaire, mais en fait si, mais ce qu'il y a c'est qu'on est politisé à la base. On est d'un courant politique qui utilise beaucoup les arguments d'une certaine sociologie qu'on appelle la sociologie critique. Du coup, forcément, ces outils-là que nous on a intégrés par notre parcours politique ressortent quand on parle, quel que soit le sujet, notamment le jeu vidéo. Oui, c'est clair, il y a une sorte d'évidence. Il y a une continuité dans toutes les formes de pratiques, d'expression et autres. Et quand on est rentré un peu dans cette sphère avec aussi une grosse part de hasard et de chance en tout cas dans la réussite, c'était une sorte d'évidence en fait, parce que c'était pas forcément fait ou trop peu, et donc du coup on a essayé d'apporter modestement cette contribution, on va dire. Ouais. Quand j'ai dit volontaire, c'était un mauvais choix de mots, c'était prémédité. On ne s'est pas arrivé en disant on va politiser le jeu vidéo. Ouais. On s'est retrouvé à parler de jeux vidéo, on était politisé et forcément les points de vue qu'on avait sur le média étaient politisés parce que nous on est politisés. D'accord. Voilà. Et dans ce travail de ce que j'appelle de vulgarisation, et des émissions comme Post-Process ou Afterbeat. Donc Afterbeat, c'est tout ce qui est musique de jeux vidéo, mais ils vont quand même essayer de décrire un peu, peut-être pas la théorie musicale, mais tenter une approche, une initiation. Alors Post-Process va lui rentrer vraiment dans des détails qui, du coup, s'éloignent un peu de la vulgarisation des fois. Enfin, quand je regarde l'émission, des fois je me sens un peu con parce que j'ai pas tout compris. C'est quand même une tentative de vulgarisation. Mais... Voilà, donc le Nesblog a cette volonté quand même de choisir des gens qui vont apporter quelque chose de, on va dire, je sais pas, presque compliqué ou trop technique et de le vulgariser, quoi. C'est vraiment quand même une volonté de faire ça à la base avec le Nesblog, où c'est venu avec les gens que vous avez rencontrés et qui ont produit des émissions, du coup. C'est assez curieux. Moi j'aurais tendance à dire que c'est des deux, c'est-à-dire qu'au début il y a une pratique avec une certaine distance par rapport à ce que tu produis et par rapport éventuellement aux médias, etc.
Pas forcément avec vraiment une volonté très long-termiste et très précise de ce que tu veux faire, tu le fais. Et vu que tu es un individu particulier, politisé, etc., tu vas le faire d'une certaine manière. Les gens certains vont le remarquer, donc peut-être que les gens vont venir voir ton contenu pour cette raison, parce que tu es soit en décalage, soit tu vulgarises de manière intéressante, soit tu es politisé comme eux, ou tu leur apportes un vocabulaire critique. Enfin, un certain nombre de raisons qui vont faire que ce que tu vas produire, quasiment indépendamment de la qualité, ça a une certaine couleur, et quand je dis couleur, c'est pas forcément couleur politique, ça a une certaine teneur, etc. Et petit à petit, que ce soit toi dans ta pratique ou l'image que te renvoie le public te fait prendre conscience de ça, et tu vas peut-être t'affirmer un petit peu dans ça, parce que déjà, pour certains d'entre nous, c'est devenu notre activité petit à petit, alors que curieusement, c'était pas pour certains notre volonté. On faisait, et puis petit à petit, après, quand ça fait par exemple tant de semaines, mois, voire années que tu fais, tu t'essaies de le faire plus sérieusement ou encore de le faire encore plus, tu t'en deviens dépendant économiquement, donc, et puis c'est tout un tas de dynamiques dont certaines t'échappent, tu jongles un peu avec ça, mais tu essaies du coup de te penser un peu plus sur le long terme. Quand tu te projettes un peu, forcément tu structures et tu prends conscience de ce que tu fais et ce que tu veux faire, et là vient le moment où tu problématises peut-être un peu plus, et tu as une dimension un petit peu plus entre guillemets volontariste, quoi. Cette dimension volontariste, elle est arrivée assez tard finalement. Pendant longtemps, il n'y a pas eu vraiment de projet. Tu t'es pas rendu compte du truc au début, quoi. Il n'y a pas eu de projet Nesblog, on n'a toujours pas actuellement de ligne éditoriale gravée dans le marbre. C'est un truc qui s'est fait. Au début, c'est vraiment Relmyop, le Nesblog, c'est le blog de Relmyop. Et il s'avère qu'il a commencé à partager des gens dont il appréciait le contenu. Qu'en partageant des gens dont il appréciait le contenu, on s'est dit, tiens, on va peut-être faire ça tous ensemble plutôt. Puis après, on a vu des gens en disant, tiens, lui, ça ressemble à ce qu'on fait, on peut peut-être lui dire, tiens, viens avec nous, on peut s'entraider, etc. Et donc, c'est un truc qui s'est constitué un peu de manière organique, et où, à un bon moment, on s'est dit, il faudrait peut-être donner un peu une forme maintenant au bordel qu'on a créé. Donc, ça a été un peu il y a eu une large part d'improvisation. D'accord. Le hasard a eu un peu son importance là-dedans, Ouais. l'improvisation. Ah oui. Ok, c'est cool. Du coup, pour revenir sur le speedrun, j'avais une question. Donc, ce week-end, il y a le FestiGeek à Brest, qui est une convention qui rassemble plein d'associations diverses autour du jeu vidéo et de ce qu'on appelle l'univers geek. Mais pendant ce temps-là, il y a l'Ultime Décathlon, ou plutôt la grande finale de l'Ultime Décathlon. Qu'est-ce que c'est, Yann ? Alors le décathlon, c'est très drôle parce qu'au début ça n'impliquait que 2 personnes, si on revient il y a 6-7 mois, c'était Twin et moi. On s'affrontait sur un programme de 10 jeux dont nous devions apprendre le speedrun. Ça a plu à beaucoup de gens qui demandaient mais on peut s'inscrire ? Au début on disait non parce qu'il n'y avait que nous deux, et petit à petit on a dit ok, on ouvre les inscriptions, on va prendre un second corpus de jeux, donc 10 nouveaux jeux, et on va faire carrément des leaderboards, un championnat, une saison avec des tournois, etc. Ça s'est fait petit à petit, ça a été un sacré succès critique, enfin ça reste encore une niche le speedrun, mais disons que une 150 inscrits avec un noyau de 50 joueurs très actifs, dont certains étaient des néophytes, ou du moins des débutants de la Qui discipline. ont réussi à s'affirmer ou au moins à apprendre. À prendre le haut du tableau même, parfois, ouais. Bah pour oui. certains. Celui qui est premier à l'heure actuelle du tableau était un débutant absolu en octobre, quoi. Ah oui ? Il avait jamais fait de speedrun, il avait fait un tout petit peu de Meat Boy, il avait fait un modèle genre 28 minutes. Et sur quel jeu, du coup, il a... Sur les 10. Sur les 10 ? Oui, sur les 10, il est assez proche des records du monde. C'est juste qu'il a... Du coup, c'est devenu presque une légende dans la ligue, parce que c'est du genre, il a gagné quasiment tous les tournois, c'est Devil Tifa en l'occurrence. Je sais pas si c'est possible d'expliquer rapidement ce que c'est le speedrun pour ceux qui ne sauraient pas en regardant. Alors le speedrun, ça consiste à terminer un jeu rapidement. Le plus rapidement possible. Voilà, et après, les objectifs peuvent parfois varier selon les types de jeux, mais bon, de base, c'est terminer le plus rapidement possible. Des fois, ça peut être terminer le plus rapidement en faisant 100% du jeu, voilà, les objectifs peuvent varier. Et nous, dans le cadre du décathlon, comme on a choisi 10 jeux, donc c'est un décathlon, il faut terminer 10 jeux le plus rapidement possible. Donc c'est en gros celui qui va être qui va le mieux réussir à faire les 10. Il ne suffit pas d'en faire un très bien et puis d'être assez mauvais sur les 9 autres, il faut plutôt être... L'idée c'était au début d'être, on va dire, moyen, d'être polyvalent. Et il se trouve que ça a tellement marché, certains sont devenus tellement forts, que maintenant pour gagner les tournois, être moyen partout ça suffit plus, être bon partout ça suffit même plus, parce qu'il y en a qui sont très bons partout. Mais ça on n'avait pas du tout anticipé ça, on pensait que c'était très exigeant et que les gens n'iraient pas jusqu'au bout de la démarche. Et donc maintenant à l'heure actuelle les tournois sont d'un niveau hallucinant. Et tu parles de tournoi et ça tombe bien parce que j'avais une question qui me taraudait.
attention. C'était justement, est-ce que le speedrun pourrait rejoindre l'e-sport? Est-ce que ça en est donc l'e-sport, c'est les sports électroniques, donc tout ce qui va être compétition autour du jeu vidéo. Est-ce que le speedrun peut en faire partie? On fait partie déjà peut-être, ou c'est marginal peut-être un peu comme pratique? C'est un truc que je trouve intéressant dans le projet de Yann, c'est que c'est vrai qu'il y avait déjà des événements comme la GDQ, etc., mais qui conservaient cette idée du speedrun qui est de, malgré tout, une grosse coopération. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble à essayer de faire le meilleur temps sur les jeux, etc. Ce qui est franchement très louable. Mais ce qui faisait que c'était un peu confus pour les néophytes qui disaient « J'aimerais bien commencer le speedrun, par où je commence ?» Ils avaient une masse de gens qui faisaient des choses dans leur coin, qui se rassemblaient pour s'échanger, etc. Et là, il a utilisé le mot « ligue » et c'est intéressant, c'est qu'avec l'Ultime Décathlon, il y a eu ce phénomène de ligue où il y a de la coopération parce que les techniques elles sont partagées entre tous les joueurs. Il n'y a pas des gens qui font de la rétention d'informations en se disant. Il y a même des gens qui ne font quasiment que ça en fait, de découvrir des parcours, des techniques. Et du coup là c'est vrai que c'est une ligue donc avec une compétition, malgré tout avec de la coopération parce que personne garde son petit trick secret en disant ah moi je sais faire ça, je vais l'expliquer à personne comme ça je suis sûr de gagner. C'est pas quelque chose qui est écrit. Mais le fait que, d'un point de vue communication, le fait qu'il y ait cette ligue en disant on peut s'inscrire, voilà les jeux à apprendre, on partage tout le savoir sur les jeux, etc., ça fait que des néophytes arrivent très facilement dans le speedrun. Ce qui était moins le cas avant, en tout cas en France, et que je trouve original et très pertinent et intéressant dans le projet de D'ailleurs, je pense l'Ultime qu'il y a une Décathlon. vidéo de Real Miop qui a fait une vidéo d'introduction au speedrun qui était pas mal. Je sais plus où il l'a mis, ça doit être. Sur la chaîne principale de Speed Game. Et du coup, sur la question de si le speedrun peut devenir un e-sport, je te laisse. En fait, c'est curieux parce que déjà, il faudra définir ce qu'est le sport. Souvent, les gens se méprennent. Les gens, souvent, confondent le sport avec ce qu'est une activité physique, alors que normalement, après, il y a des spécialistes qui ne sont pas d'accord. On peut débattre sur la plupart des points que je vais avancer. Mais l'idée du sport, il y a l'idée d'une ligue, d'une pratique institutionnalisée, d'enjeux, etc. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pour ça que, par exemple, les échecs, les fléchettes, c'est considéré comme du sport. C'est pour des raisons, finalement, qui sont assez différentes des critères que pourraient invoquer les gens sans leur demander dans la rue. On dirait, bah oui, il faut se dépenser. Donc voilà, une activité physique, finalement, il faut se dépenser. Le sport, c'est une pratique institutionnalisée, c'est culturel au final. Compétitive. On peut décrire de manière formelle ce que c'est. C'est une certaine pratique sociale. C'est pour ça que c'est de manière très large, ça inclut le foot, ça inclut tout un tas de choses, différentes formes de jeux par ailleurs. Donc effectivement, le jeu vidéo, il y a une grosse part du jeu vidéo qui pourrait tout à fait rentrer dedans. C'est déjà le cas pour les jeux comme League of Legends, comme les StarCraft 2, etc. C'est aussi pour les jeux de versus fighting. C'est déjà le cas, ça peut tout à fait être le cas pour le speedrun, parce que c'est une pratique où on demande de se dépasser. Plus de se dépasser soi-même que de battre les autres, mais après, on peut imaginer le système de ligue, mais il y a une dimension de compétition dans le sport, après qui n'empêche pas que ça se fasse dans un cadre réglé, dans le respect d'autrui évidemment, mais donc on peut tout à fait faire du speedrun, un e-sport, enfin ça en est, au moins en droit ça en est un. Mais à l'heure actuelle, un élément qui pourrait faire blocage, et ce sont des critères assez extérieurs, ce serait, il y a encore un public relativement faible comparé à, on va dire, à d'autres jeux. Or, le sport, il y a la dimension spectaculaire. Au Stunfest, c'est ce qui ramène le plus de spectateurs dans les salles? Ah non, c'est la bagarre qui ramène le plus de monde. Je sais pas, je demande. C'est la bagarre qui ramène le plus de monde au Stunfest. Ouais. Or, en fait, pour qu'un système de ligue, alors que ce soit institutionnalisé, que ce soit l'État, que ce soit derrière ou des privés, faut beaucoup de joueurs, beaucoup de spectateurs pour qu'il puisse y avoir, qu'on puisse financer les matchs, éventuellement qu'il y ait des prize pools, donc de l'argent à gagner, etc. Donc il faut un gros public. C'est pour ça que des jeux comme League of Legends sont parfaitement taillés en fait, pour l'e-sport. C'est parce qu'il y a un succès critique, j'ai envie de dire. Speedrun, c'est encore un peu trop niche et j'ai envie de dire peut-être trop complexe pour les spectateurs, au sens où il y a une complexité dans les différents jeux que j'ai cités, les jeux stratégie temps réel et autres. Mais très souvent, comme il y a par exemple 3-4 titres à connaître, on peut se permettre par exemple d'avoir une vision assez synoptique. Mais comme on connaît que 3-4 jeux et qu'on les voit commenter souvent, on peut aller de plus en plus dans le détail et du coup saisir un peu ce qui se passe, même si on ne s'est pas tenu au courant. Alors que dans le speedrun, tout se passe, il y a des centaines, des milliers de jeux qui sont speedrunnés. C'est très difficile de comprendre le speedrun d'un jeu déjà qu'on n'a absolument pas fait.
Et ça nécessite comme de se mettre un petit peu à jour, soit du vocabulaire, soit des nouvelles techniques de ce jeu précisément. C'est pour ça que c'est peut-être plus difficile en fait d'en faire un... Même s'il y a des catégories de speedrun, et bon, il y a tellement de jeux que... Bah c'est ça, quelque chose qui soit suivi, ça peut être compliqué. À l'heure actuelle, il y a moins de gens, donc on est loin du prize pool, on est loin de la ligue, il n'y a pas assez de spectateurs, tout ça faisant que ça ne va pas dans le sens de l'e-sport. Et deuxième, pour revenir sur les enjeux financiers, on préfère des jeux qui ont une certaine actualité parce que les éditeurs et les développeurs, c'est des jeux que potentiellement ils peuvent vendre tout simplement. Donc si ils peuvent mettre de l'argent, investir comme on dit dans l'e-sport parce qu'il y a des retombées économiques et un retour sur investissement. Le speedrun pour la plupart sont des jeux en fait qui ont déjà vécu un certain temps pour qu'on puisse les connaître. C'est des jeux en fait qui pour la plupart sont même joués sur émulateur pour les vieux jeux. Il n'y a pas d'intérêt économique quasiment pour les éditeurs et les développeurs. C'est aussi bête que ça, donc il n'y a pas d'argent à mettre, c'est pas hyper lucratif quand on fait une projection. Donc ça va soit s'intégrer de manière très marginale, mais ça conservera a priori une forme associative dans les événements, je pense, marginal ou tardif, mais en tout cas ça mettra du temps à s'intégrer, ça restera une forme associative. Mais ça reste de l'e-sport en droit en tout cas, largement. D'accord. Je pense que ça répond pas mal à la question et ça a soulevé beaucoup d'autres problématiques. Mais réponse complète, c'était cool. Donc je tiens à remercier tous les gens qui verront cette interview via Garmin Pack sur le site. Je souhaite une bonne continuation à Yann et Dorian avec le Nesblog ou dans d'autres activités aux conférences. Et d'ici là, à bientôt. Bonne soirée. Bah, merci beaucoup. Nous, on recharge les Lâchez batteries. pas la garde. Lâchez pas la garde. Il y a les autres gamins qui arrivent, là, donc on recharge les batteries. Voilà, merci. Merci. Parfait, merci.